Bonjour. L'objectif de ce tuto est de vous montrer comment mettre en œuvre une application Android avec l'atelier Android Studio. En guise d'exemple, nous allons mettre en œuvre un petit jeu assez classique. Une valeur aléatoire va être choisie entre 0 et 100 et vous devrez la retrouver. En fonction des saisies que vous allez faire, le jeu vous dira si la valeur à trouver est plus petite ou plus grande. Au final, on vous dira que vous avez trouvé la valeur avec un certain nombre de coups. Donc un jeu relativement classique. Donc pour mettre en œuvre ce genre de jeu, en premier lieu, commençons par démarrer notre atelier de développement. Donc ici Android Studio. Pour information, Android Studio se trouve au niveau du site developer.android.com en anglais. Il vous suffit de prendre un navigateur, de saisir cette adresse, donc developer.android.com, et de télécharger le studio à ce niveau-là. La procédure d'installation dure quelques minutes. Au bout de cette procédure, l'outil devrait pouvoir démarrer. Une fois Android Studio démarré, nous allons commencer par créer un nouveau projet. Et nous allons donner un nom à ce projet. Je vous propose Megagame. Ça me plaît bien. À partir de là, pensez ici à mettre le nom de domaine correspondant à la société ou à l'entité qui développe ce jeu. Cela permet de définir, comme vous pouvez le voir ici, des packages qui vont être utilisés pour stocker vos classes. Sur l'écran suivant, on voit que l'atelier nous propose d'être compatible avec au minimum une API 15 d'Android. Alors certes, l'API 15 commence à dater. Pour autant, c'est très important de ne pas prendre la dernière version de l'API en cours. Ça vous permet de garantir que vous serez compatible avec une majorité de périphériques, ici 97,4%. C'est ce que je vous conseille. Descendre en dessous, à savoir être compatible avec des plateformes Android 2, il commence à ne plus y en avoir beaucoup, ce serait dommage de se limiter à ces versions-là. Next. À partir de là, on vous propose de choisir donc la notion d'activité. Pour faire simple, une activité, c'est un écran graphique. Comme vous pouvez le voir, il y a différents assistants, chaque assistant vous permettant de mettre tel ou tel type d'écran graphique en place. Pour la démo, je vous propose de partir d'une activité vierge et donc de garder la sélection en cours, à savoir Empty Activity. Next. Et puis sur cet écran, on accepte les valeurs proposées, à savoir notre activité s'appellera Main Activity. Et à cette activité sera associée la notion de layout. Je vais y revenir dans quelques instants. Une fois ces informations renseignées, il ne reste plus qu'à cliquer sur Finish et être un petit peu patient. Effectivement, votre application Android va devoir être construite. Pour ce faire, il y a un programme, Gradle, qui va produire le binaire à partir des codes sources qui ont été générés par l'assistant. Cette étape est un petit peu longue, il faut patienter le temps que tout se mette en œuvre. Comme vous pouvez le voir, il y a une barre de progression, mais cette fois-ci, elle vient de se terminer. Et donc, au bout de quelques temps, vous récupérez la main sur votre projet. Donc, Android Studio vous permet de voir les différentes parties de votre projet. Et donc, nous y retrouverons trois sections majeures. L'entrée manifeste, dans lequel nous retrouvons un fichier de manifeste. C'est un fichier XML qui contient une configuration sur l'application à développer. Ensuite, nous avons la section Java dans laquelle vous retrouvez vos classes. Pour nous, la classe Main Activity. Et un répertoire REST qui va contenir les ressources. Les ressources sont principalement des fichiers XML qui permettent de définir de manière déclarative un certain nombre d'éléments de l'application, et dont le fameux layout. Regardez, ici nous avons un écran qui affiche donc notre layout. Pour le moment, il n'est pas très complexe, c'est notre écran graphique si vous voulez. Il est constitué d'un layout principal qui contient un label, un text view. Comme vous le constatez, on peut éventuellement sélectionner les éléments, les supprimer. J'ai simplement appuyé sur la touche Sup du clavier et l'élément a été supprimé. Vous pouvez aussi prendre d'autres éléments à partir de la palette. La palette contient l'ensemble de tous les éléments graphiques. Sous plateforme Android, on appelle ça des widgets.
Donc ici, vous avez tous les widgets proposés par Android. Et donc, je peux, par exemple, ici, positionner un large text sur mon écran. Nous avons donc un assistant graphique. Il est fort sympathique. Pour autant, j'insiste, en vérité, les ressources sont la plupart du temps des fichiers XML. Dans notre démo, il va y avoir 2 fichiers de ressources qu'on va manipuler, sur lesquels nous allons travailler. Le fichier strings.xml, qui contient des définitions de chaînes de caractères, et le fichier activitymain.xml. Donc il est temps de commencer à mettre en place un petit peu la structure visuelle de notre écran. Donc la première des choses qu'on va faire, effectivement, c'est de mettre un TextView, un composant de type TextView, c'est un label si vous préférez. En vérité, il en existe ici plusieurs exemplaires. À chaque fois, c'est toujours la même classe qui est utilisée. Regardez, là j'ai mis un large text, mais j'aurais pu mettre un small text. Bon, effectivement, l'écriture est un petit peu plus petite, mais si on regarde bien au niveau du XML, en vérité, il s'agit exactement de la même classe. La seule chose qui change, c'est le style avec lequel on va afficher le fameux label. Allez, j'efface le small text. Et donc, si on revient sur cet écran-là, effectivement, nous avons ici donc notre premier composant qui a été positionné. À partir de là, le relative layout permet de placer les éléments les uns relativement par rapport aux autres. Il permet aussi de gérer les ancrages. Donc, par exemple, ici, vous pouvez prendre le taquet de droite et tirer le composant. Et comme vous pouvez le voir, il y a un effet d'aimant qui fait que là, il a compris que je souhaitais que mon texte prenne toute la largeur disponible. Une fois le composant graphique positionné, une fois le widget positionné, en le cliquant, en le sélectionnant, vous pouvez ici éditer les propriétés. Il existe un certain nombre de propriétés, notamment la propriété texte. Ici, nous pouvons entrer un texte, saisir une valeur entre 1 et 100. Voilà. Une fois la donnée saisie, votre texte apparaît ici. Néanmoins, notez, une petite ampoule ici apparaît. Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on a fait, ou en tout cas, elle nous suggère éventuellement de faire encore d'autres choses. Et effectivement, ici, il nous dit qu'on a un petit problème, a priori de I18N. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de la signification de cet acronyme, mais regardez, je vais sur Google, je tape I18N, et effectivement, il y a pas mal de résultats qui me sont retournés. Il s'agit donc bien d'un concept assez important, et comme on peut le voir là, en vérité, l'I18N n'a strictement rien à voir avec Android, on en parle en JavaScript, on en parle dans d'autres syntaxes, au travers de toutes les pages qui vous seront retournées, y compris en PHP par exemple. Alors en vérité, I18N, ça veut dire internationalisation. C'est simplement qu'entre le I et le N du mot internationalisation écrit en anglais, il y a 18 caractères entre le I et le N. Afin d'abréger ce mot, on a proposé, il y a déjà de ça pas mal d'années, l'acronyme I18N. Cet acronyme a beaucoup plu à pas mal de personnes et du coup, quasiment tous les langages l'utilisent. C'est notamment le cas de Android. Donc, le studio nous dit que vis-à-vis de l'internationalisation, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Effectivement, si on revient à ce niveau-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le layout, on a notre chaîne de caractères qui est écrite en dur. Le problème, c'est que si on veut faire en sorte que notre jeu puisse fonctionner en anglais, en français, en italien, en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue, si on garde ce format de fichier tel quel avec les textes directement à l'intérieur, ça voudrait dire qu'il faudrait définir autant de ressources d'activité que de langues supportées. Ce serait effectivement très complexe à gérer et certainement que les différents écrans seraient tous différents les uns des autres. Pour pallier à cette difficulté, ce qu'on essaye de faire, c'est d'externaliser les chaînes de caractères dans des fichiers spécifiques pour les chaînes. Le fichier ici, strings.xml. D'accord ? Notez que même ici, l'atelier vous le dit encore une fois, sous forme de warning, vous avez la petite coche orange ici qui
qui insiste bien, notre chaîne de caractères est écrite en dur dans le fichier. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Donc du coup, la question qui vient tout naturellement, c'est comment faire correctement les choses. Pour faire simple, moi je vous conseille de l'écrire comme on l'a fait là. C'est peut-être pas plus mal. Et puis une fois que vous avez donc votre chaîne qui a été saisie, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir faire une extraction de la chaîne de caractères qui est là et la mettre dans le fameux fichier strings.xml. Il suffit simplement de lui rajouter une clé. Par exemple ici LBL title, qui permet d'afficher donc, qui permettra de retrouver, excusez-moi, la chaîne de caractères à afficher dans le composant. À partir de là, si on regarde ce qui s'est passé, effectivement, dans le fichier, nous avons maintenant une référence vers quelque chose d'extérieur. La plupart du temps, alors sauf dans le cas de l'ID, mais sinon la plupart du temps, l'arrobas ça signifie que la chose est à l'extérieur du tag dans lequel nous sommes en train de travailler. Et donc là, effectivement, notre chaîne de caractères, elle n'est pas là. Comment je sais que c'est une chaîne de caractères? À cause du string qui est ici. Donc c'est une référence vers une donnée de type string. Cette donnée s'appelle comment? Elle s'appelle LBL title. Où est stockée cette information-là? Comme vous pouvez le remarquer, elle a été ajoutée automatiquement dans notre fichier .xml. Alors, qu'on soit bien d'accord, dans cette manipulation, dans ce tuto, je ne vais pas parler complètement de l'internationalisation. Je ferai un autre tuto à ce sujet-là un petit peu plus tard. Par contre, ce que je veux, c'est qu'au moins on prépare correctement les choses. Ça veut dire que si on travaille bien, normalement pour passer notre application en anglais, et si on considère une application simple, il nous suffirait simplement de réécrire ce fichier strings.xml en anglais. Du coup, on le doublerait, il y en aurait ici autant que de langues, et ça suffirait, ça pourrait suffire à internationaliser notre application. Néanmoins, pour aujourd'hui, on restera avec un seul et unique fichier strings.xml en langue française pour le moment. Dernière petite remarque, j'ai fait exprès de fermer mon fichier de layout. Regardez, je le réouvre. Alors, ça c'est l'effet démo, je n'arrive pas à obtenir l'effet... Voilà, ça y est, cette fois-ci je l'ai. Regardez bien, ici on dirait encore une fois que la chaîne de caractères est en dur directement dans la définition XML. Ce n'est pas le cas. Notez, il y a une petite subtilité importante. Ici, ces chaînes de caractères sont écrites en verte. Ici, on est en gris. Le gris permet de symboliser qu'en vérité, il y a eu une injection de valeur, mais juste au niveau de l'affichage, pour vous aider à avoir une idée de ce qu'on aura à terme dans ce fichier-là. Donc pour le moment, il affiche saisir une valeur entre 1 et 100. Notez que si je clique au milieu de cette chaîne, automatiquement la substitution a lieu et on remet la véritable information, à savoir la référence à ma chaîne de caractères. Regardez bien, si on monte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a encore ici du gris. Effectivement, là encore, en vérité, ce qu'il y a réellement dans le fichier, c'est un renvoi vers une donnée de type dimension. Cette donnée de type dimension est définie ici, dans ces deux fichiers. Il y a un fichier, en gros, pour les smartphones, avec des marges raisonnables, et ici, un autre fichier spécifique aux tablettes, avec une marge un petit peu plus conséquente, étant donné qu'on aura certainement beaucoup plus de surface sur une tablette. Donc méfiez-vous, dès lors que vous verrez des valeurs d'attributs XML écrites en gris, c'est qu'en vérité la donnée a été injectée pour l'affichage. Néanmoins, si vous cliquez dessus, automatiquement on enlève la valeur affichée et on remet la véritable information présente dans le fichier XML, à savoir le renvoi vers une donnée soit de type dimension, soit de type chaîne de caractères, soit autre. Parfait. Notez que notre warning a disparu et que maintenant il n'y a plus aucun souci au niveau de notre champ texte sur notre label. Si je reclique ici, il n'y a plus d'ampoule. Je vous conseille vivement de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun warning dans vos fichiers XML avant de passer à autre chose. Allez, nous poursuivons et on continue à enrichir notre interface graphique. Du coup, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de mettre, pourquoi pas, une zone de texte. Une zone d'édition de texte. Alors là, nous avons exactement le même débat que pour les labels. En vérité, tous les éléments qui sont là font référence à exactement la même classe.
La seule chose qui va changer, c'est le type d'information qu'on est censé normalement saisir à l'intérieur de ce champ. C'est important de correctement spécifier le type parce que c'est ce qui permettra d'ouvrir le clavier virtuel adapté à cette saisie-là. Comprenez que si nous on veut saisir une valeur entre 1 et 100, ce n'est pas la peine de mettre un champ de saisie de texte qui affichera les lettres. Nous n'avons pas besoin de saisir de lettres. Donc je préfère mettre un champ edit text mais de type number. Regardez bien. Si je reviens ici, j'ai bien mon edit text et nous avons l'input type qui a été renseigné. Dans tous les cas, quel que soit le type de saisie que vous allez faire au niveau de votre composant, comprenez bien que ce que l'on récupérera, c'est une chaîne de caractères. Il faudra nous-mêmes la transformer en une valeur numérique si on veut ensuite l'interpréter en tant que telle. Mais l'information est néanmoins importante, elle affichera le clavier virtuel adapté. Parfait. Notez que je peux aussi mettre un autre composant, pourquoi pas un bouton. Donc ici, nous avons notre bouton. Lui-même a été ancré sur la droite. Quand je l'ai posé, j'ai pris soin de l'aimanter sur la droite. C'est important, c'est ce qui permet, quand il y aura des rotations de l'écran, de faire en sorte que le bouton soit bien calé le plus à droite possible. Si jamais je n'avais pas utilisé l'effet d'aimant pour le coller sur le bord droit, actuellement, j'aurais le bouton qui s'afficherait là et j'aurais du vide à ce niveau-là. Alors, du coup, il nous reste encore un problème à régler. C'est qu'entre les deux éléments, nous avons du vide. Là, j'ai deux solutions. Solution 1, je viens coller le bouton contre la zone de texte. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire qu'en cas de retaillage de mon écran, c'est le bouton qui va chercher à s'adapter. Sauf que certainement, mon bouton aura une taille fixe. Ce que je préfère, c'est permettre que ce soit la zone d'édition de texte qui s'adapte et qui se colle au bord gauche de notre bouton. La symbolique des flèches vertes ici, c'est vraiment pour dire que cette zone est accrochée sur le côté gauche du bouton et sur le bord gauche, de notre layout. Notez, si maintenant je permute l'écran en portrait ou en paysage, c'est bien la zone de texte qui cherche à s'adapter et à prendre le maximum de place. Maintenant que cela est fait, nous allons chercher à mettre quelques noms un petit peu plus simples pour la saisie. Et donc, cette zone de texte, momentanément, elle s'appelle Edit Text. Moi, j'aime bien leur mettre un préfixe, par exemple TXT pour les zones de texte, et après, indiquer à quoi elle correspond. Ça, c'est la zone de saisie du nombre qu'on va devoir renseigner. Donc, pourquoi pas, mon ID, je vais l'appeler TXT number. Cet ID est super important. C'est lui qui va nous permettre après au niveau du code de récupérer le contenu de la zone de texte et donc de faire en sorte que notre jeu fonctionne. Notez, l'ID a été rajouté à ce niveau-là. De même, je rajoute ici un ID en double-cliquant pourquoi pas et donc je l'appelle BTN compare. Impeccable. Je peux aussi mettre un texte, par exemple comparer. Mais là, on revient... Alors là, le changement de nom, vous acceptez. C'est parce que la zone de texte était ancrée sur le composant qui est là. Je viens de renommer cet élément-là. Très bien. Du coup, il a fallu mettre à jour les informations à ce niveau-là. Bon, on lui a confirmé de changer les noms partout. Il l'a fait. Très bien. Maintenant, revenons sur la zone de texte. Ici, on a encore un problème. Regardez, nous avons de nouveau notre petite ampoule. C'est toujours le même souci. C'est que la zone de texte que j'ai saisie, elle est en dur dans le fichier. Moi, ce que je veux, c'est l'externaliser en dehors. Dans un fichier de texte. Ça, c'est une petite erreur liée à l'assistant, mais elle disparaîtra dans quelques temps. Notez une dernière information. Pour changer le texte, au lieu d'avoir procédé en mettant le texte en français et en faisant l'extraction par la suite, j'aurais pu aussi directement cliquer à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, j'ai un petit assistant qui aurait pu me permettre de rajouter une nouvelle ressource de type chaîne de caractères. Très bien. Allez, nous poursuivons notre saisie, notre édition. Je propose qu'on ait un large text à ce niveau-là qui nous permettra d'avoir le résultat. Est-ce que la valeur qu'on a renseignée est plus petite ou plus grande que la valeur à trouver? Donc ici, je n'afficherai rien. Nous appellerons ça LBL result.
On peut aussi imaginer qu'on veuille faire voir un niveau de progression, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on peut choisir des progress bars. Allez, normalement, trouver une valeur entre 1 et 100 devrait être faisable si on applique un algorithme de dichotomie en moins de 8 coups. Jusqu'à 8 coups, on va dire. À partir de là, on pourrait imaginer borner la barre de progression à 10 coups, et puis au fur et à mesure où on fait des saisies, faire avancer la barre de progression pour nous faire voir où on en est de notre objectif, pour savoir si on est plutôt bon ou plutôt mauvais. Bon, si quelqu'un met plus de 50 coups pour trouver une valeur entre 1 et 100, il y a effectivement une autre problématique, mais c'est un autre sujet. Donc je vous propose de mettre une barre de progression. Par contre, attention, les 3 premières barres de progression, en vérité, sont circulaires. C'est les anneaux circulaires qui tournent pour vous faire voir qu'il y a un travail en cours. Si vous voulez une barre de progression horizontale, prenez soin de bien prendre le bon icône. Encore une fois, quel que soit l'icône que vous allez choisir ici, sachez que c'est exactement la même classe qui va être utilisée, sauf qu'elle sera configurée différemment. Regardez, je prends ma barre de progression et donc je la fais aller jusqu'au bord droit de mon activité. Nous allons encore une fois éditer ce composant-là. Vous avez vu, je double-clique et j'ai un panneau qui m'affiche les propriétés les plus classiques, en sachant qu'on retrouve l'intégralité de ces propriétés à ce niveau-là. Ce que je vais proposer, c'est que la valeur maximale soit de 10. Actuellement, on mettra une valeur 5. C'est pour juste vous faire voir que là, la barre de progression va m'afficher qu'on est à 50% de notre travail. On changera ça par la suite. Et puis, l'ID progress bar. Bon, ma foi, si ça vous convient, vous le gardez. Sinon, vous pouvez éventuellement lui mettre un petit identifiant, pourquoi pas, PGB score pour progress bar, excusez-moi, score. Impeccable. Et donc, vous voyez, on a bien effectivement ici la barre qui s'affiche à 50% de l'objectif. Bon, sauf que oui, au premier coup, normalement, on n'aura pas déjà la valeur 5 de renseigner. Mais bon, allez, dans l'éditeur, on va le laisser tel quel, ça nous permet de voir la barre de progression, c'est pas mal aussi. Là, on a le label pour les résultats, c'est parfait. Et on rajoutera un dernier composant. Ce sera encore une fois un large text, sauf que ce large text, on va faire en sorte qu'il soit ancré sur le bord gauche et le bord bas de l'écran. Ce composant nous permettra d'afficher l'historique des valeurs déjà saisies. TXT history. Parfait. Vérifiez éventuellement, en changeant le mode d'orientation de votre outil d'édition, de bien vérifier qu'a priori tout s'adapte correctement en prenant bien les tailles adéquates en fonction qu'on soit en mode paysage ou en mode portrait. Ici, tout semble correctement fonctionner. Ma foi, c'est parfait. Au terme de cette étape-là, normalement, vous avez votre ressource XML qui est correctement éditée. Il ne faut pas hésiter, si vous vous sentez plus à l'aise, de directement travailler au niveau XML. Cela marche très bien. Vous pouvez rajouter autant de composants que vous le souhaitez, même en faisant du copier-coller. La seule chose, c'est qu'il faut garantir que les identifiants soient bien uniques. Toutes les modifications que vous ferez au niveau du XML, normalement, se retrouvent dès lors que vous repasserez en vue design. Regardez, je me permets juste un tout petit exemple. Je vais enlever la valeur de 5 et je vais la passer à 8 au niveau de ma barre de progression. Nous venons de changer donc la valeur, je repasse en design. Regardez bien, on est bien revenu sur une valeur de 8. Donc, cette ressource peut être éditée soit en design, soit en mode texte. Parfait. Maintenant que notre ressource de layout est en place, nous allons maintenant passer à l'édition d'un code. Alors, nous n'allons pas faire énormément de choses au niveau du code. Bon, pour autant, je pars du postulat que vous maîtrisez déjà Java. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie d'abord vers une étude de la syntaxe du langage. Bon, néanmoins, je vais donner, je pense, suffisamment d'informations durant la saisie pour pouvoir éventuellement compléter tout manque d'informations qu'il pourrait y avoir. Dans tous les cas, la chose importante, c'est cette ligne-là. C'est elle qui va permettre de faire en sorte que notre ressource soit injectée au niveau de l'écran. Ce qu'on y retrouve ici, r.layout.activityMain, c'est l'identifiant de cette ressource-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que tous les éléments que vous avez dans ce dossier seront raccrochés plus ou moins au niveau de notre classe R. R pour ressources, bien évidemment. Sauf que nous aurons des r.layout, des r.id,
des r.string pour les différents types de ressources qu'on peut éditer au niveau de notre application. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher à récupérer les différents éléments graphiques présentés dans l'interface. Donc, premier élément qui nous intéresse, la zone de texte, à savoir txt_number. Je me permets de remettre dans le code Java exactement les mêmes noms que les identifiants. Mais donc, allez, je vais le mettre sous forme d'attribut de la classe, comme ça au moins on pourra y accéder, quelle que soit la méthode dans laquelle nous allons travailler. Ce sera une donnée de type editText, et donc nous allons l'appeler txt_number. Notez que ici je me suis permis de taper le nom de la classe, mais pour autant il me manque l'import. En faisant Alt-Entrée, comme me le suggère l'outil, ça permet d'éditer automatiquement cette zone-là. Normalement, je ne devrais plus trop revenir sur cette façon de faire, mais systématiquement, soit faites CTRL espace ou Alt-Entrée selon vos façons de faire, mais de manière à faire en sorte que cette section-là soit automatiquement éditée. Très bien. Allez, je la laisse ouverte, comme ça, au pire des cas, si vous jetez un petit coup d'œil, si vous manquez quoi que ce soit sur les types, vous pourriez retrouver les packages adéquats, bon, en sachant que tous les widgets sont dans le package android.widget. Notez que les choses sont assez bien faites. Donc on va avoir besoin aussi de récupérer le bouton. Allez, là si je fais Entrée, d'accord, si je fais espace, il faudra faire le Alt-Entrée pour avoir l'import. Si je fais Entrée, l'import sera ajouté automatiquement parce que là, je suis en surbrillance sur la chose que je souhaite avoir et donc il a bien l'information que c'est un android.widget. Regardez, Entrée, l'import a été fait automatiquement. Donc btn compare. Nous aurons besoin de produire un message d'aide sur les informations, est-ce que la valeur a été correctement saisie ou pas. Donc ça, nous avions choisi de l'appeler LBL résulte, je crois. Si vous avez oublié les noms, passez simplement ici et vous retrouverez effectivement les identifiants que vous avez donnés. Bon, certains trouveront qu'il est dommage que je doive réécrire tout ça et que l'assistant aurait pu le générer à ma place. Si vous le pensez, sachez que je suis d'accord avec vous. Bon, pour autant, il y a nécessité de retaper tout ça. Donc ici, c'est notre barre de progression pour le score. Ici, nous avons un autre text view qui sera le LBL output pour l'historique des valeurs. Pour autant, si je m'arrête là, ça ne va pas réellement marcher. Pourquoi? Parce qu'en gros, là, nous avons défini des pointeurs. Sauf que ces pointeurs sont momentanément initialisés à nul. Si vous préférez, vous auriez pu taper ça, ça aurait été exactement la même chose. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est initialiser les pointeurs sur les objets qui sont définis dans le layout. Si vous voulez, quand on a exécuté cette ligne-là, le XML a été lu, traité, et le système a produit des instances à votre place. Il a fait des instantiations de boutons, de zones de texte, de labels, et il les a injectés dans l'interface graphique. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est retrouver les pointeurs vers ces objets-là. Bien entendu, les lignes que je vais taper maintenant ne peuvent être forcément que saisies après le setContentView. Si jamais vous faites ce que je vais faire avant le setContentView, ça renverra inexorablement pointeur nul. Donc ça n'aura aucun impact, ça ne fonctionnera pas correctement par rapport à nos besoins. Mais donc ici, je vais pouvoir faire donc un txt_number. C'est égal à quoi? Il y a une méthode qui en vérité nous vient directement de Activity. Activity, c'est la classe mère de toute activité graphique. D'accord? Sur cette classe est déclaré donc un find view by ID. Alors, quelques explications. View, en vérité, c'est une classe de base. C'est le type de base dont dérivent tous les widgets. Que ce soit un bouton, un edit text, un text view ou même une progress bar. En vérité, tout ça, ce sont des classes qui dérivent de la classe view. Donc ici, la méthode, ils ont repris ce nom, et donc c'est findViewById. Je recherche qui? Sur R, sur mes ressources. Normalement, vous avez des constantes qui ont été générées à partir de votre layout. Ces constantes ont été classées dans une sous-classe statique. Cette classe statique s'appelle ID. Alors, les puristes Java vont me dire, waouh, une classe qui commence par une minuscule. La remarque est pertinente, dans tous les cas, c'est comme ça. Donc, sur cette classe statique, nous avons donc un ensemble de constantes, cette fois-ci, qui ont été déclarées. Et donc, notamment, on y retrouve txt_number.
Le problème, c'est que là, j'ai un petit peu de rouge. Effectivement, il nous reste un dernier gag à corriger. Si Find View by ID permet de retrouver n'importe quoi qui est une vue, donc dit autrement, un composant graphique, un widget. Du coup, la méthode est typée comme renvoyant une view. Il est donc nécessaire de transformer, de rappeler via un cast que c'est plus précisément une view de type edit text que nous souhaitons manipuler. Bon, bien entendu, si vous vous trompez de type, ce sera dommage, mais ce sera de votre responsabilité. Donc faites bien attention au type que vous allez mettre sur vos zones. Vous avez vu, je fais beaucoup de copier-coller. Une fois qu'on a commencé à placer certains noms, il n'est pas forcément nécessaire de systématiquement tout retaper, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus vite. Et je le redis, certains d'entre vous trouveront certainement dommage que j'ai dû taper cette section de code-là et celle-ci. On aurait pu imaginer que tout soit fait automatiquement à partir du système, du designer, mais bon, ce n'est pas le cas, c'est dommage. Et puis, excusez-moi, mais là, je l'avais appelé LBL History. Voilà, parfait. Donc, je crois du moins. LBL... Ah oui, LBL History. Voilà, parfait. Là, cette fois-ci, entre ma ressource XML et mon fichier de code, tout est en adéquation. Donc, les choses vont bien. Bon, au cas où on recommencerait une nouvelle partie par la suite, éventuellement, je vais mettre tout ce qui est initialisation de la partie en place au niveau d'une méthode dédiée. Pourquoi pas, on l'appellera init. Private init. Ça renverra rien, void. Et donc ici, on va faire quelques petits travaux. On va voir ça dans quelques instants. Et puis, ce qu'on va surtout faire, c'est que nous allons avoir un gestionnaire d'événements qui va réagir au clic sur le bouton de comparaison. Je commence par éditer le gestionnaire d'événements. Alors là, encore une fois, c'est comme en Java traditionnel, on va s'appuyer sur le mécanisme de listener. Alors néanmoins, il y a quelques petites entorses qui ont été faites par rapport au mécanisme classique et traditionnel. Mais bon, ça reste malgré tout très similaire. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que l'interface d'écoute que nous allons implémenter, elle s'appelle onClickListener. Par contre, petite chose subtile, elle a été déclarée sur la classe View. La classe mère de tout composant graphique porte les principales interfaces de gestion d'événements qui sont associées. Donc ici, on veut une interface. Nous allons appeler ça btn compare listener. Pourquoi pas? C'est notre écouteur de clic sur le bouton. Donc du coup, c'est un new. Et là, regardez, le système comprend, étant donné la saisie qui est ici, que je veux un onClickListener. Sauf que onClickListener, c'est une interface. Je ne peux pas instancier une interface. Donc, il faut dériver cette interface. Il va produire ici le code de la classe anonyme qui me servira pour un coup. C'est une classe donc qui dérive de onClickListener. La dérivation, si vous le voulez, plus ou moins, elle est symbolisée au travers de cette paire d'accolades. Du coup, le nom de la classe n'est ici pas mentionné. On parle bien d'une classe anonyme. Elle porte bien son nom. Et du coup, cette classe anonyme servira pour produire une seule et unique instance via ce new. Ce sera notre écouteur. Alors, clairement, ici, nous sommes en train de définir un attribut de la classe. Cet attribut est basé sur une dérivation à la volée, mais il s'agit bien d'une déclaration d'attribut. Il est donc nécessaire ici de mettre un point-virgule, tout comme nous l'avions fait à ce niveau-là. Dit autrement, tout ça n'est que la valeur d'initialisation de l'attribut btn compare listener. Parfait. Donc faites bien attention à ces choses-là. Et donc ici, pour le moment, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est simplement faire un log.i. Alors log est une classe Android qui vient de android.util et qui me permet de pouvoir faire des logs dans l'atelier pour suivre l'activité de mon programme. Vous avez ici différentes méthodes qui vous sont proposées. D pour debug, E pour error, I pour info, V pour verbose. Donc on a différents niveaux de log. Je vais faire un log en info. Ici, on a ce qu'on appelle le tag. Le tag, c'est en gros un mécanisme qui nous permettra par la suite éventuellement de filtrer. Allez, je mets debug, pourquoi pas, c'est moi qui viens d'inventer debug. Bon, certains pourraient trouver que si je suis en train de faire du debug, ici, j'aurais peut-être pu mettre un log.d. La remarque est pertinente, à adapter en fonction de votre point de vue. Dans tous les cas, ici, je mettrai mon texte, bouton, cliquer. Nous sommes d'accord?
A priori, le gestionnaire d'événements est censé faire un log. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est faire en sorte que ce gestionnaire d'événements soit bien associé à notre bouton. C'est pour ça que ici, je finirai peut-être, dans cette méthode onCreate, par mettre notre gestionnaire comme étant celui du bouton BTN Compare. Voilà, là, l'enregistrement a été fait. Donc cet écouteur écoute ce bouton. Si je clique sur ce bouton, ce traitement-là devrait être déclenché. Allez, avant d'aller plus loin, je vous propose de déjà vérifier si tout se passe bien de ce point de vue-là. Ce que je vais donc faire, c'est démarrer notre émulateur. Donc normalement, vous venez ici. Donc on a ce qu'on appelle l'AVD Manager. Alors AVD, c'est Android Virtual Device. Dit autrement, je suis en train de vouloir démarrer un émulateur au niveau d'Android Studio. Pour ce faire, j'ai ici le manager qui me permet de créer autant de devices que nécessaire. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai déjà un qui a été configuré, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même rajouter vos propres devices. Il vous suffit simplement de sélectionner le type d'équipement que vous voulez émuler et de vous laisser guider dans les écrans suivants pour obtenir donc une définition d'émulateur. Une fois cet émulateur défini, vous pouvez le démarrer. Alors soyons clairs, un émulateur met pas mal de temps à se mettre en place. Ici il y a une petite erreur mais c'est rien du tout, l'émulateur va néanmoins démarrer. Par contre vous allez voir, il va nous falloir quelque temps avant que celui-ci se présente à nous. Ce qu'il faut, c'est être patient, et donc du coup, ce qu'il ne faut surtout pas faire non plus, c'est de le fermer à chaque fois que vous avez fini un test. Si vous ouvrez l'émulateur, puis que vous le fermez, que vous le réouvrez, que vous le refermez, vous allez perdre énormément de temps. Donc l'émulateur, normalement, on se lance une fois pour toutes. Une fois qu'il est démarré, après on redéploie l'application au sein de l'émulateur, mais on ne redémarre pas l'émulateur. Voilà, en gros. Alors néanmoins, normalement, il aurait dû démarrer, mais je me dis que peut-être l'erreur est plus grave que ce que je pouvais l'imaginer, car effectivement, l'émulateur n'a pas pris la main. Alors, je pense avoir une petite idée. Alors, c'est très bien, c'est une démonstration qui nous permet de voir certaines difficultés. Mais en gros, l'hyperviseur Android a du mal à tourner si un autre hyperviseur est déjà en train de fonctionner au niveau de votre machine. Et je pense que... Excusez-moi, je fais des bêtises. Mais je pense que j'ai quelque chose qui tourne dans un coin. Donc je vais me permettre de tuer, alors certes un petit peu violemment, mais un émulateur. Voilà, je pense que c'est à cause de cet émulateur que le démarrage posait souci. Donc c'est une très bonne démonstration qui nous a permis de voir un petit peu cette difficulté-là. Donc en gros, si vous avez un VirtualBox ou un VMware qui tourne, ça pourra bloquer votre émulateur. Donc finalement, c'était une très bonne chose que ça m'arrive. Ça me permet de vous faire voir une petite difficulté qui peut vous arriver. Si vous n'êtes pas informé de ce problème-là, ça peut vous bloquer un certain temps. Bon, dans tous les cas, comme je le disais, votre émulateur est en train de démarrer. Il va nous falloir patienter quelques secondes, mais ça nous montre bien qu'une fois qu'il sera démarré, il ne faudra plus le fermer. Donc impeccable. Le temps que tout arrive. Et donc, les choses sont bientôt finalisées. Alors, le temps qui démarre, notez qu'ici, nous avons des boutons de contrôle. Là, vous pourrez simuler une permutation de votre émulateur et ainsi de suite. Parfait. Donc, notre émulateur est en train de tourner. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est démarrer notre application en cliquant sur la flèche verte ici. Automatiquement, celui-ci va chercher à voir si sur votre machine, oui ou non, il y a un périphérique de connecté. Alors, vous pouvez avoir des périphériques physiques. Regardez, là, j'ai mon téléphone physiquement qui est effectivement connecté. Donc, je pourrais déployer sur mon téléphone physique. Bon, je le débranche, comme ça, il n'y a plus de problème avec celui-ci.
Mais nous avons aussi ici notre émulateur. Vous choisissez soit votre périphérique physique, soit votre périphérique virtuel, et vous cliquez sur OK. Vous patientez quelque temps. Comme vous pouvez le voir ici, il est en train de produire donc l'archive. Alors l'archive, on va appeler ça un APK. Donc l'APK de mon application est en train d'être produite. Et une fois que cette archive sera produite, elle sera installée directement, elle sera déployée sur l'émulateur. Notez, il est en train de finaliser. Je pense que l'étape d'après, voilà, c'est l'installation de l'APK directement au sein du téléphone. Et donc voilà, vous avez votre application qui vient de démarrer. Bon, l'émulateur est un petit peu plus lent qu'une machine physique. Si vous avez une vraie tablette ou un vrai smartphone, ça peut être un petit peu plus rapide. Bon, en l'occurrence, là, ça vient de démarrer. Et donc, si jamais... Alors, regardez bien, tout va se passer à ce niveau-là. Là, j'ai la fenêtre qui se nomme Android Monitor. Ici, j'ai mon émulateur. Je clique sur Comparer. Nous avons bien notre log qui vient de s'afficher. Comme vous pouvez le voir, en vérité, il y a eu plein d'autres affichages. Vous pouvez filtrer ici les différents niveaux d'affichage que vous voulez avoir et éventuellement sélectionner votre tag à ce niveau-là pour filtrer. Et donc là, je n'ai plus qu'une seule ligne qui a affiché le tag debug et donc c'est bouton cliqué. Donc il semblerait que notre application fonctionne correctement. Notez aussi, l'application a été physiquement installée sur votre périphérique, qu'il soit physique ou virtuel. Vous avez votre application qui a été déployée. Et donc si on descend un petit peu, on y retrouve notre méga game. Regardez, je viens dans le gestionnaire des tâches, je tue le processus, je reviens ici, je resélectionne mon application. Et donc méga game vient de redémarrer. Je peux de nouveau recliquer. Parfait. Donc, à partir de là, on ne touche plus à cette fenêtre-là et on revient sur notre éditeur. Au pire, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être juste terminer le process, terminer l'application. Mais c'est tout. Ne fermez en aucun cas votre téléphone virtuel. Parfait. Donc maintenant que notre structure de base commence à fonctionner, on va poursuivre et nous allons enrichir un petit peu notre code. Alors sur l'init, qu'allons-nous faire? Eh bien, je vous propose d'avoir deux attributs supplémentaires. Un attribut de type entier que nous appellerons searched value et un autre attribut que nous appellerons score. Le score représentera le nombre de coups que nous aurons mis pour saisir ces informations-là. Du coup, ici, ce que je vais commencer à faire, c'est remettre mon score à 0. La valeur à trouver va être initialisée et donc cette valeur est entière, sauf que pour la trouver, je vais utiliser la fonction mat.random qui fait partie de la librairie standard et qui me permet de trouver une valeur, de récupérer une valeur aléatoire comprise entre 0 et 1 non compris. Le 1 est non compris. Donc si je fais x 100, on se retrouve entre 0 et 100. Du coup, on a bien une valeur double. Je la caste en int pour au final avoir une valeur entière. Maintenant, lors du cast, on est passé entre 0 et 99. Si je fais 1 plus, normalement, nous aurons bien une valeur entre 1 et 100. Parfait. En termes de debug, ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est encore une fois remettre un log pour afficher la valeur cherchée. Bien entendu, une fois que vous aurez débranché votre téléphone physique de votre ordinateur, les logs ne seront plus produits dans Android Studio et du coup, l'utilisateur ne verra plus forcément ces logs. Mais pour vous, en termes de développement, ça peut être intéressant éventuellement de savoir où en est votre algorithme et le jeu par rapport à certains états internes, et notamment l'état de nos variables. Parfait. Du coup, dernière petite chose, peut-être avions-nous saisi des choses sur une partie précédente, donc le contenu de la zone de texte, on le remet à 0. L'historique des valeurs, on le remet aussi à 0. La barre de progression, on la remet au score. Alors, pour changer la valeur de progression, c'est la méthode setProgress qu'il faut utiliser.
et donc on la remet à 0. Et puis éventuellement aussi la zone de texte, on ne sait jamais, pour la prochaine partie, la seconde partie, on peut le réinitialiser lui aussi à chaîne vide. Pourquoi pas. Et petite astuce, si vous voulez que les choses soient ergonomiques, on peut d'entrée de jeu mettre le focus sur la zone de texte. Comme ça, le clavier virtuel permettant la saisie de la valeur entière sera proposé par défaut. Très bien. On va tester que tout ça fonctionne correctement dans l'émulateur. Regardez, l'application normalement devrait être redéployée dans quelques secondes et nous voyons que le focus est déjà placé à ce niveau-là. Alors normalement sur un téléphone physique, je pense que vous aurez directement le clavier virtuel qui sera ouvert. Et donc si je tape 50, ma valeur apparaît à ce niveau-là. Nous venons de cliquer sur comparer et donc nous avons bien bouton cliquer qui vient de s'afficher. Parfait. Par contre, je ne vois pas ma valeur debug par défaut. Je ne suis pas sûr que tout ait été bien affiché. Nous n'avons pas vu la valeur à trouver. Que nous arrive-t-il? Init log.i. Voilà, je pense que ça c'est l'effet démo. Nous avons un petit bug. Bon, je me focalise pas trop là-dessus, mais normalement donc ça devrait se remettre en place et on devrait récupérer notre affichage sur les prochains tests. Bon, notez que néanmoins le code fonctionne correctement parce que le focus a bien été mis sur la zone de texte, donc a priori tout est correct. Et notez aussi que la barre de progression a bien été réinitialisée à 0. Donc le code s'est correctement exécuté. Parfait. À partir de là, maintenant, qu'allons-nous faire ici? Ici, on va mettre quelques lignes. On ne va pas faire énormément de choses complexes, mais on va mettre néanmoins quelques lignes, histoire de nous faciliter un petit peu les choses. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est si... Alors, oui, plutôt comme ça. On va commencer avec un string, et on va récupérer la valeur saisie au niveau de la zone de texte. Et donc pour ce faire, nous allons faire un txt number.getText. Alors attention, le getText renvoie quelque chose qui va être typé d'une manière un peu particulière. Ce ne sera pas directement du string. Donc du coup, vous pouvez par la suite envoyer un toString pour récupérer cette zone. Oui, alors ça c'est rien, il vous dit simplement que là la valeur peut ne pas avoir été initialisée. Pour autant, j'ai bien une valeur d'initialisation. Bon, normalement on passera dans le onCreate, normalement tout est correct. Cette erreur devrait, je pense, à terme disparaître aussi. Elle est particulière. Normalement, elle ne devrait pas apparaître. Elle ne devrait pas apparaître car on a initialisé notre attribut ici. Bon, on va voir. Très bien. À partir de là, si notre zone de texte, si elle est equals chaîne vide, c'est que nous n'avons rien saisi. Ce n'est pas la peine d'essayer d'interpréter la saisie comme étant une valeur numérique. Il n'y en a pas. Donc on fera return. À partir de là, on va pouvoir récupérer la zone saisie, la valeur saisie, en faisant entered value. Un integer.parseInt à partir de la zone de texte que nous avons renseignée. Et puis, si notre valeur renseignée est égale à la valeur recherchée, dans ce cas-là, vous avez trouvé.
nous renverrons directement sur une méthode que nous allons appeler congratulations, et nous y afficherons donc un message de félicitations. Nous allons écrire cette méthode dans quelques instants. Sinon, else, si la valeur saisie, si elle est inférieure à la valeur recherchée, dans ce cas-là, c'est qu'il faut trouver une valeur plus grande. Nous allons donc ici faire un label result.setText. Et là, nous allons marquer « Veuillez saisir une valeur plus grande ». Encore une fois, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Pourquoi? Parce que j'ai mis en dur dans mon code une chaîne de caractères en français. On vous propose donc ici éventuellement de pouvoir extraire cette chaîne de caractères dans un fichier de ressources. Vous l'appelez str greater. Pourquoi pas? Et donc vous avez vu, en lieu et place du setText, de la valeur passée au setText, il m'y a mis une information de type numérique, c'est un entier, et c'est donc l'identifiant de la ressource strGreater qui est défini dans le fichier de ressources à ce niveau-là. Else, si ce n'est pas plus grand et que ce n'est pas plus petit, dans ce cas-là, et que ce n'est pas égal, c'est que la valeur saisie est plus grande, excusez-moi, je me mélange un petit peu, mais donc si la valeur saisie est plus grande que la valeur à trouver, nous afficherons un lbl result.setText. Veuillez saisir une valeur plus petite. Du coup, on fait exactement la même chose que précédemment, et donc nous allons faire l'extraction de cette chaîne de caractères, voilà, directement dans notre fichier de ressources. Et donc str lower. Très bien. Nous rajouterons aussi ici 2-3 petites informations complémentaires. Sur notre historique, nous allons faire un append qui permettra d'ajouter la valeur saisie plus un retour à la ligne. Comme ça, nous aurons l'historique des valeurs saisies. Et nous ferons augmenter notre barre de progression d'une valeur. Alors certes, j'aurais pu faire un setProgress avec une nouvelle valeur, mais je peux aussi simplement lui proposer de s'incrémenter de 1 unité par rapport à la valeur qu'il a déjà. Et puis pareil, on incrémentera aussi notre score. Donc ça me semble pas mal. Il ne nous reste plus qu'à coder notre dernière méthode private void congratulations. Et donc ici, nous allons dire que sur lbl result, nous ferons un set texte et donc félicitations. Encore une fois, je fais l'extraction de cette chaîne. Str congratulations. Parfait. Et puis, je vous propose ici d'afficher un petit pop-up, une petite boîte de dialogue qui vous propose si oui ou non vous voulez refaire une partie. Pourquoi pas, nous allons faire un alerte dialogue, donc retry alerte. Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser un pattern un petit peu particulier. Sur alerte dialogue, vous avez une sous-classe qui s'appelle builder, qui permet de construire un builder à partir de notre activité. Très bien. Ce builder, nous allons y mettre un title. Très bien. Donc ici, cette title avec
bah, nous allons remettre, regardez, je vais directement reprendre la chaîne de caractères qui correspond au nom de l'application. Le nom de l'application, c'était la première chaîne de caractères qui avait été proposée de base. Donc Mega Game, par exemple. Puis là, vous pouvez rajouter éventuellement du texte complémentaire, le cas échéant. Voilà. Donc du coup, ça nous permettra de reprendre cette même chaîne de caractères, celle qui était déjà affichée ici, et ça nous permettra de l'avoir comme titre de notre boîte de dialogue. Très bien. Sur notre retry alert, nous allons aussi faire un set message, qui sera le message affiché. Nous allons dire félicitations vous avez trouvé en %d coût. Alors là, il y a une petite astuce, c'est que je vais utiliser un mécanisme proche de la fonction cprintf, ou de la fonction Java, ça marche exactement de la même manière. Et donc ça va me permettre d'injecter directement la valeur saisie, passer en paramètre directement dans cette chaîne-là. Pour le moment, je l'ai simplement marqué de cette manière. Je clique ici, je fais mon extraction dans un fichier de ressources. Je l'appelle str message. Parfait. Regardez, j'ai bien ma chaîne de caractères qui a été externalisée. On y retrouve bien le %d. Et du coup, maintenant, il me suffit simplement ici de lui passer une information complémentaire pour que cette information soit injectée comme en lieu et place du %d. Bon, bien entendu, faut-il que les types soient compatibles. Mon score est typé entier, %d correspond à un entier. Tout va bien. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à rajouter 2 boutons à notre retry alert. Et là, attention. Il y a quelque temps, nous avions des possibilités, mais qui ont été dépréciées, qui étaient de faire des set button 1, set button 2. Elles ne s'affichent pas ici, mais il y avait tout un ensemble de méthodes qui ont été dépréciées. Je vous conseille aujourd'hui d'utiliser set button. Le problème, c'est que set button, normalement, vous êtes censé lui passer en premier paramètre le type de bouton. En gros, selon les pays, bah, si vous avez oui-non, dans certains pays, ça peut s'afficher avec oui en premier, non en second. Dans d'autres pays, ça peut être l'inverse. Donc ici, on ne cherche pas à savoir où on va positionner l'élément. On dit simplement que nous allons mettre un bouton d'acceptation et un bouton de refus. Après, où est-ce qu'ils seront positionnés, ce n'est pas de notre responsabilité, contrairement aux anciennes techniques qui permettaient de contrôler la position. Vous voyez, là, on retrouve des informations par rapport à ces boutons qui ont aujourd'hui été dépréciés. Donc ici, nous allons préférer simplement dire que ça, c'est le bouton positif. Donc c'est le OK. On aura un label OK dedans, une étiquette OK, oui ou oui, comme vous voulez, OK, oui, vous choisissez. Et nous allons avoir un nouveau gestionnaire d'événements. Alors là, faites attention, je demande toute votre attention. Tout à l'heure, nous avons créé un on-click listener. Il nous en faut un là aussi. Par contre, ce n'est pas la même interface. Cette interface était portée par Vue et elle fournissait cette méthode-là, avec un seul paramètre. Pour un alerte dialogue, il nous faut mettre en place un on-click listener, mais attention, cette interface est portée par alerte dialogue. Ce n'est pas la même interface, et d'ailleurs, regardez, si je tape on-click pour avoir le gestionnaire d'événements, vous verrez que ce n'est pas la même qui va m'être proposée. Alors, je vais y arriver. Voilà, on-click. Et donc, vous voyez, ici, nous avons 2 paramètres, alors que là, nous n'en avions qu'un. C'est donc pas le même type. Si jamais vous vous trompez et que vous avez copié-collé ça en lieu et place ici en tant que gestionnaire d'événements, vous verrez, ça ne fonctionnera pas. Du moins, ça ne va pas compiler. Donc, si on fait OK, si on a cliqué sur OK, je vous propose de réinvoquer le init comme ça. Nous redémarrons une nouvelle application. Et puis, on va faire à peu près la même chose pour le bouton de refus. Et puis ici, nous ferons un finish. Finish permet de terminer l'activité en cours. Vous verrez, ça rendra l'âme. Bien entendu, les 2 chaînes de caractères qui sont là ont fini proprement le travail et donc on les extrait. Pareil pour celle-ci.
Impeccable. Et puis, il nous reste une dernière petite chose à faire. Nous allons ici demander à afficher notre fenêtre. Et donc, pour ce faire, on va faire un show qui devrait donc afficher cette boîte de dialogue quand nous aurons gagné. Allez, normalement, ça devrait être pas trop mal, sauf que j'ai encore cette erreur qui traîne, c'est bizarre. J'ai dû faire une bêtise, mais pour le moment, je ne la vois pas. Il doit y avoir un conflit dans mes noms de variables. Alors, je réfléchis 2 secondes à ce que j'ai tapé. Mais donc ici, nous avons bien notre txt number. Il est bien déclaré à ce niveau-là. Il est récupéré ici et initialisé à ce niveau-là. Très bien. Ici, nous avons donc notre gestionnaire d'événements. Il est bien dans la classe d'activité. Et donc, il aurait dû normalement... Ah oui, mais je suis idiot, je viens de comprendre. Ici, j'ai exactement le même nom de variable. C'est ça depuis tout à l'heure qui m'embête. Autant pour moi, il faut que je fasse attention à mes bêtises. Voilà. Donc cette fois-ci, les choses sont correctes. Parfait, c'était ça mon problème, c'est que j'avais doublé mon nom de variable entre le widget et la chaîne de caractères qui était ici. Allez, ceci ayant été corrigé maintenant, les choses devraient revenir en ordre. Et donc, je le démarre. Alors, je viens de voir un dernier point qui peut-être a attiré votre attention, je ne sais pas, mais peut-être vous êtes-vous dit ici qu'il était intéressant d'externaliser aussi cette chaîne. Là, ça peut se discuter. Cette chaîne n'est pas censée apparaître dans l'application. C'est un log. Donc le log, à la rigueur, il n'y a que vous qui allez le voir, donc vous pouvez bien le mettre dans la langue qui vous semble être le plus judicieux. Donc si vous ne m'avez pas externalisé cette chaîne, ce n'est pas grave. D'accord ? Ce qui était important, c'était d'externaliser les messages produits. Eux doivent pouvoir être mis dans n'importe quelle langue. Très bien. Normalement, notre application a dû redémarrer et donc nous allons pouvoir commencer à faire un premier test. Je saisis 50. La valeur à trouver, a priori, est plus grande. 75. La valeur à trouver est plus petite. Donc on est entre 50 et 60... Oui, non, excusez-moi. Alors oui, petit défaut. Je viens de m'apercevoir qu'on avait un petit défaut. Je ne remets pas à blanc la zone de saisie à chaque saisie. Ça, c'est dommage. Donc j'ai envie, encore une fois, de remettre un txtNumber.setText à chaîne vide sur cette zone-là. Et regardez, tout comme je le disais sur le init, je vous avais proposé de remettre le focus dans la zone de saisie de texte. Et on va faire la même chose à chaque saisie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque saisie, comme on clique sur le bouton, la zone de texte perd le focus. Donc ça nous permettra d'avoir une meilleure ergonomie. Parfait. Donc notez, comme je vous disais par rapport à tout à l'heure, que la valeur cherchée maintenant s'affiche bien. Je ne sais pas pourquoi pendant quelques minutes tout à l'heure nous ne l'avions pas. Mais bon, je cherche la valeur 14. Très bien. Donc 50. Parfait. Je vais taper 10. Donc il nous fallait une valeur plus petite, je saisis une valeur plus petite, là il me faut une valeur plus grande, et regardez, là j'ai, je sais pas, l'inspiration. Je tape 14, et donc félicitations à ce niveau-là. On retrouve notre message ici qui nous dit qu'on a trouvé en 3 coups, et nous avons notre pop-up. Félicitations, voulez-vous recommencer? Oui, j'aurais peut-être pu rajouter, voulez-vous recommencer? On va affiner ça dans quelques minutes, mais je vais dire oui. Du coup, j'ai une nouvelle partie qui vient de recommencer. La nouvelle valeur à trouver est 57. 57, comparé, nous avons gagné. Si je dis non, le jeu s'arrête. Allez, je corrige ma dernière petite bêtise. Et ici, voulez-vous recommencer? C'est à prendre. Voilà. On recommence. Et donc, valeur saisie, 50. Comparé. Impeccable. 16. La valeur à trouver est ici. Impeccable. Non. Le jeu se termine. Notez que ici, vous pouvez filtrer à tout moment. Ça, c'est quand même relativement pratique. Ça vous permet d'être plus tranquille
pour le test de votre application. Regardez, je ressaisis, je redémarre une nouvelle partie. Donc valeur à trouver 37. Donc comme je disais, je ressaisis 35. La valeur à trouver est plus grande. 37. La valeur à trouver est plus petite. Ah ben non, c'était 37, excusez-moi. J'ai trouvé. Donc impeccable, a priori tout marche bien. Mais vous voyez, vous avez directement les affichages ici. C'est peut-être un petit peu plus sympa. Voilà. Bon, voilà qui clôt cette petite présentation donc sur votre première application Android. J'espère que cette démo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à prendre en main Android Studio. Et nous nous retrouverons prochainement sur d'autres tutoriaux, et notamment le prochain, je pense, sera sur comment faire en sorte que l'application s'affiche correctement, que ce soit en anglais ou en français, voire dans d'autres langues, si vous avez des connaissances en d'autres langues. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez surtout pas à communiquer par rapport à ce tuto sur votre entourage pour qu'il puisse être le plus utile à un maximum de personnes possible. Voilà. Merci bien. Au revoir.